Et ce matin, nous sommes en compagnie de la présidente de la CMA. Bonjour Elisabeth Rivière. Bonjour. Alors, vous avez été réélue sans surprise la semaine dernière à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je dis sans surprise puisque votre liste était arrivée largement en tête des élections. Toutefois, c'est une nomination à l'unanimité dès le premier tour. Est-ce que c'est un signe d'apaisement finalement après cette campagne qui a pu être parfois un petit peu tendue avec la liste adverse? Alors effectivement, pour moi, ça a été une surprise d'être élu avec 25 voix. Les tensions, je ne sais pas si elles sont en passe de redescendre. En tous les cas, nous nous attelons à travailler pour l'ensemble des artisans, sans liste, sans étiquette. Et je crois que dans cette période que nous traversons, qui est une période difficile, déjà, il a été compliqué d'avoir de liste, mais c'est la démocratie. Il aurait été peut-être plus, on va dire, judicieux d'avoir qu'une seule liste. Aujourd'hui, les artisans ont besoin de nous. On a besoin d'être ensemble. On n'a pas besoin d'être divisés. On a chacun notre vision des choses, certes, mais je crois que l'intérêt, avant tout, ce sont les artisans et c'est ce pourquoi nous nous sommes engagés. Donc effectivement, la liste qui était en face de nous a voté pour nous. Le message n'a pas été très clair pour nous puisque ils ont quitté quand même, il faut le préciser, ils ont quand même quitté la salle après l'élection du bureau parce qu'ils n'étaient pas dans le bureau. Donc effectivement, la majorité a le bureau, il y a les commissions. Je crois que certains n'ont pas compris comment fonctionnait la Chambre, là où tous les échanges, toutes les idées, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, ça se passe dans les commissions. Certes, les commissions n'ont pas de voix délibérative, mais c'est le lieu où on va phosphorer, où on va vraiment porter la voix des artisans. Et donc, en quittant la salle avant l'élection des commissions dans lesquelles ils avaient toute leur place, ils nous ont donné un message contraire au vote qu'ils venaient d'effectuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des représentants de votre liste dans les commissions? Oui, il n'y a que des représentants de notre liste dans les commissions, ce qui est un peu dérangeant pour nous. Après, chacun fait ses choix. Le lendemain de cette élection, nous avons fait une journée d'intégration des salariés, des élus, parce que beaucoup d'élus ne savent pas eux-mêmes ce à quoi sert la Chambre des métiers. Et là, ils ont pu découvrir ce qu'était la Chambre des métiers. Alors, nous avons eu une agréable surprise, c'est qu'un membre de cette liste a été présent pendant cette journée d'intégration. Et quand il est arrivé, donc je suis allée saluer, je lui ai dit qu'ils avaient toute leur place dans ces commissions et que si à un moment, ils souhaitaient vouloir intégrer ces commissions, bien ma porte est toujours ouverte. Mais les choses se font avec une discussion et un échange. Donc, nous verrons bien si dans les mois qui viennent, cette liste veut venir s'impliquer pour les artisans. En tous les cas, effectivement, elle a toute sa place. Elle a 7 sièges, donc elle a toute sa place pour représenter les artisans qui ont voté pour elle. Aujourd'hui, mieux faire connaître la Chambre, puisqu'on voit que même des élus ne savent pas exactement à quoi sert cette Chambre des métiers de l'artisanat. C'est l'un des enjeux majeurs, notamment dans la crise qu'on traverse. Alors oui, c'est aussi un de nos axes que l'on souhaite développer. Effectivement, les artisans, malgré que la Chambre soit déployée sur l'ensemble du territoire avec toutes les antennes, les artisans ont du mal à venir chercher les outils qui sont à leur disposition. Alors, beaucoup de com est faite, mais là, nous avons un véritable travail à effectuer pour vraiment faire prendre conscience aux artisans que c'est un outil bien souvent gratuit à leur disposition pour les accompagner. Alors certes, nous, on est artisans aussi, et on sait que quand on est en difficulté, ne serait-ce que pour remplir les documents du FSE, du Fonds de solidarité de l'État, eh bien, c'est vrai que quand on nous redemande sans arrêt de re-remplir, de remodifier, au bout d'un moment, on s'arrête et on ne pense pas que la Chambre peut être là pour nous accompagner. Donc, il y a une équipe de 77 salariés à la Chambre de métier qui sont au service des artisans. Alors, vous avez dégagé 9 priorités pour ce mandat de 5 ans, en lien évidemment avec le contexte post-13 mai, avec cet accompagnement des artisans dont vous parlez à l'instant. Alors oui, nous avons donc 9 axes. Le premier, bien sûr, vous comprendrez que c'est participer à la reconstruction. On a de très petites entreprises, souvent dans le secteur du bâtiment, ce secteur qui a beaucoup souffert bien avant la crise. Donc nous travaillons avec l'ensemble des institutions, qu'elles soient locales
ou nationale pour que nos artisans ne soient pas oubliés dans cette reconstruction. Certes, il y aura de grosses entreprises qui viendront prendre les marchés, des entreprises locales. Eh bien, nous allons essayer de travailler avec ces grosses entreprises pour que nos artisans puissent être des sous-traitants, s'il le faut, de ces entreprises. Tout ça, c'est un énorme travail auquel nous attelons, mais aussi, nous portons aussi la voix qu'il faut à un moment changer la façon de faire les choses et notamment faire de la simplification administrative. Je vous le disais tout à l'heure, pour un artisan qui est seul, son objectif c'est quoi? C'est la production, toute la paperasse, toutes les démarches, quand il faut répondre à un appel d'offres, comment tout cela on peut nous porter la voix des artisans pour que ce soit à un moment allégé. On ne dit pas qu'il faut tout enlever, qu'il faut faire n'importe quoi, mais il faut leur permettre de pouvoir répondre à tout ça. C'est un travail de simplification qui est en cours déjà, notamment pour la reconstruction. Il faut lever un certain nombre de verrous encore. Pour vous, les artisans sont écartés de certains gros appels d'offres? Alors, ils ne sont pas écartés de certains gros appels d'offres parce que certains appels d'offres, quand même, les préservent et leur permettent de répondre. Mais les démarches sont tellement lourdes que ils y renoncent. En fait, c'est pas qu'ils sont écartés, mais c'est qu'ils y renoncent. Donc, comment on peut simplifier tout ça pour leur permettre d'y répondre au mieux? Après, on a un second axe qui nous intéresse beaucoup, comme tous les axes, bien sûr. Mais alors, celui-là, il est important pour nous. Il l'a toujours été. C'est la formation. La formation, vous savez que notre centre de formation a été complètement détruit. Alors, notre centre de formation, on en parle souvent que pour l'alternance. Mais il n'est pas utilisé que pour l'alternance. Il permet à nos artisans de se former aussi vers les métiers qui évoluent ou d'acquérir des compétences, comme je le disais tout à l'heure, par exemple pour répondre à des appels d'offres, il y a des formations pour leur permettre d'acquérir ces compétences. Donc ce CFA, pour nous, c'est une priorité. Il sera reconstruit certainement différemment compte tenu des financements et comment on travaille avec l'ensemble des organismes de formation du territoire pour mutualiser un certain nombre d'outils. Nous ne pouvons plus fonctionner comme nous avons fonctionné auparavant, avec chacun dans son coin faire des formations et avoir chacun ses outils. Pour nous, c'est important. On a entendu quand même que les jeunes ont porté une voix. Après, je ne suis pas là pour dire qu'elle est légitime ou pas. En tous les cas, c'est un appel. Nous savons qu'il y a entre 800 et 1000 jeunes qui sortent du cursus de formation traditionnel. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on peut les accompagner ? L'année dernière, nous avions budgétisé à la CMA un outil qui s'appelle pré-alternance. Pré-alternance, ça veut dire se préparer avant de rentrer en formation, parce que bien souvent, des jeunes qui sont éloignés de l'emploi n'arrivent pas à suivre le cursus de formation normal, parce qu'ils n'ont pas les prérequis. Donc l'idée, c'est comment on les accompagne en amont, et grâce à notre partenaire en métropole, CMA France, dont nous sommes membres associés, ils ont des outils sur ce sujet. Alors, il n'est pas question de les reprendre et de les dupliquer ici parce que nos populations ne sont pas les mêmes. Comment on les adapte et on permet à ces jeunes d'avoir les prérequis pour suivre leur formation et être insérés dans notre société. On va aussi accompagner, ça c'est un autre axe, nos artisans sur la durabilité, sur comment on peut utiliser soit des matériaux, soit des compétences pour être réutilisés dans le bâtiment. Nous avons l'ensemble. Là, on a notre CFA. Moi, j'y suis allée la semaine dernière. J'ai vu plein de matériaux qui pourraient être récupérés. Comment, à un moment, on peut les récupérer pour reconstruire. Aujourd'hui, on a une opération qui s'appelle Réparateur. Cet outil réparateur, c'est un outil qui nous vient de CMA France, avec lequel nous avons travaillé, et certes pendant 2 ans, il a été long à mettre en place. C'est une plateforme qui permet à la population de trouver des gens qui vont réparer vos téléphones, qui vont réparer votre jean aussi, qui peut être déchiré, vos fauteuils. Tout ça, nous allons vers la durabilité. Nous essayons d'amener nos métiers de l'artisanat vers cette durabilité. Et ça répond aussi à un besoin de la population. Ça répond à un besoin de la population parce que quand je répare, ça repart, c'est notre slogan, mais aussi c'est acheter peut-être des choses de deuxième main un peu moins chères et permettre à la population aussi de s'équiper. Dans les axes, Elisabeth Rivière, je vous coupe 2 secondes, vous parlez aussi tout à l'heure de mutualisation avec les différents services, les différents acteurs du monde économique, et notamment avec les chambres consulaires, puisque vous allez avoir tout un volet aussi sur l'alimentation, et là on voit que les chambres peuvent travailler entre elles.
Alors oui, hein, nous n'avons pas attendu qu'on nous dise qu'il faille travailler ensemble. Moi, j'entends beaucoup d'élus politiques qui nous disent que les chambres, il faut supprimer toutes les chambres et en avoir qu'une seule. Oui, certains veulent mutualiser. Oui, Oui, enfin, j'appelle pas ça de la mutualisation, j'appelle ça de la fusion complète. Donc, la mutualisation, c'est ce que nous faisons déjà avec les 3 chambres. Nous mutualisons les antennes sur le Nord, nous mutualisons d'autres outils de gestion. Tout ça, on n'a pas attendu qu'on nous dise de le faire. On est des chefs d'entreprise, donc on a cette capacité de le faire. Nos 3 chambres consulaires sont très bien gérées. Aujourd'hui, elles fonctionnent parce qu'elles ont été bien gérées, parce qu'elles avaient de la trésorerie. Je pense que dans d'autres cas, la trésorerie est manquante. Donc, pourquoi s'attaquer à des outils qui fonctionnent et qui répondent aux besoins? Pendant la crise, la Chambre de métier a accompagné plus de 3000 artisans. Donc, elle est vraiment présente au cœur de ce qu'on a besoin. Donc, c'est vrai que des fois, ça nous agace un peu. Hein, vous nous connaissez, hein, on est des gens actifs. Donc, nous mutualisons, nous essayons de faire les choses. Et effectivement, vous parlez de l'alimentation, mais pour nous, c'est aussi un de nos axes prioritaires, puisque nous avons aussi déjà, depuis plus d'1 an, mis en place des outils, des petits modules transportables, mais pas des modules importés de Chine, des modules qui ont été fabriqués localement, qu'avec des outils et du matériel produit localement, parce que nous valorisons justement tout ce qui est fait localement, et nous avons fait des ateliers de transformation de boucherie, de pâtisserie, de boulangerie, et le prochain qui est en cours de fabrication est un outil qui va pouvoir se déployer sur l'ensemble du territoire, sur une remorque, pour aller au plus près des producteurs locaux. Donc c'est ça aussi le partenariat que l'on met en place avec la Chambre d'agriculture, et ça sera aussi avec la CCI, parce que nos artisans vont transformer ces produits dans cet atelier. Ils pourront aller au plus près de la production, c'est-à-dire que quand vous avez une surproduction, par exemple, de squash, comment je la transforme dans cet atelier? Et puis la CCI viendra en complémentarité pour la vente. Donc je crois qu'on est des gens suffisamment capables de s'organiser pour mutualiser, pour travailler ensemble, et c'est ce que nous faisons au quotidien. Elisabeth Rivière, sur la question de la surproduction et de la transformation, on a plutôt tendance à penser qu'il faut des gros complexes industriels pour absorber toute la production et pouvoir la transformer. Vous, ce que vous nous dites, c'est que les artisans aussi ont leur rôle à jouer avec ce maillage territorial? Alors oui, ils ont leur rôle en faisant des petites productions? Oui, tout à fait, ils ont leur rôle à jouer, et c'est aussi un autre de nos objectifs, c'est de développer l'économie de proximité. Il faut développer cette économie pour fixer les populations, pour leur permettre d'avoir un travail, une activité au plus près de leur lieu de vie. Les gens sont beaucoup plus heureux de faire leur activité près de chez eux que de devoir descendre à Nouméa ou dans une autre grande province comme le Koné et tout ça. Ils ont besoin de rester près de chez eux. Et je crois qu'on a besoin d'entendre aussi que les gens ont besoin de travailler comme ils le souhaitent. Si j'ai des enfants et que j'ai envie de travailler de chez moi, je vais travailler pendant que mes enfants sont partis à l'école, et puis je vais permettre d'avoir un revenu, mais je vais travailler à proximité de chez moi, et je vais pouvoir encore m'occuper de ma famille. Je parle là en tant que femme, mais je parle aussi pour les hommes qui sont aussi des fois appelés à d'autres travaux. D'accord, on a des populations qui sont appelées à des travaux, je vais dire, de coutume, ou pour des deuils, des mariages, des choses comme ça. Eh bien, ils ont leur entreprise, eh bien, ils gèrent comme ils le souhaitent leur activité, et ça leur permet de pouvoir réaliser ce qu'ils ont à faire à côté. Donc, je crois que cet outil artisanal, moi, j'ai déjà porté cette voix. Vous savez, en 2022, on a participé avec les politiques. On a été invités, les 3 chambres consulaires, à participer aux discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et c'est un sujet que j'ai porté, mais je crois que je n'ai pas été entendue parce que il n'y avait pas de signal d'alarme. Donc toutes ces choses-là, on y réfléchit depuis longtemps, et on va essayer de les porter encore plus haut et plus fort. Et l'État, je pense que l'État entend bien les choses. Les membres du gouvernement aussi avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, avec NCECO, parce que nous ne travaillons pas tout seuls, nous travaillons avec NCECO, eh bien entendent cette voix, et je pense qu'elle peut répondre
à l'ensemble de notre population. Peut-être une dernière question, Elisabeth Rivière, justement la synergie avec les décideurs politiques, ça fait partie des points que vous mettez dans vos priorités et aussi pour assurer une meilleure reconnaissance de l'artisanat. Ça va être un travail de lobbying au cours de ces 5 prochaines années ou peut-être au moins dans les prochains mois? Alors vous savez, quand je suis arrivée à la Chambre, ce lobbying n'était pas du tout fait. La Chambre était un peu en retrait. On lui demandait vraiment quand on avait besoin. Aujourd'hui, pour nous, et depuis 2022, c'est important de faire du lobbying. Alors vous savez, on me reproche souvent de faire de la politique. Ça, c'est pas de la politique. Le lobbying, il faut travailler avec l'ensemble des groupes politiques parce que c'est eux les décideurs pour la Nouvelle-Calédonie. C'est eux qui portent les textes que nous pouvons leur proposer. C'est eux qui mettent en place la fiscalité. Et je voulais rebondir justement sur la fiscalité. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais pour moi, pour les artisans, vous savez que j'ai combattu contre cette réforme du RUAM, pas parce que c'était un combat pour un combat contre des personnes, mais c'était pour porter la voix des artisans. À cette époque, et je crois que même aujourd'hui, de toute façon, les artisans n'ont pas la capacité aujourd'hui qu'il y ait des augmentations. Donc il faut réfléchir à une protection sociale pour les artisans qui leur correspondent, qui permettent aussi d'être viables, mais surtout, il faut aussi qu'on les accompagne parce que quand les artisans ont terminé leur activité, bien souvent, ils ont du mal à céder leur entreprise et pour certains, ils n'ont pas préparé leur suite. Donc, nous allons essayer de travailler, je vous dis, avec CMA France, il y a des outils qui peuvent nous permettre de réfléchir et d'apporter de nouvelles choses. Peut-être travailler pour nos artisans sur une retraite, mais volontaire. Voilà, il faut qu'on arrête d'obliger les gens. Je pense que les artisans sont des gens responsables et que si on les accompagne, ils pourront prévoir leur futur. Donc là, vous allez travailler sur la question de l'avenir institutionnel et sur la question de la relance économique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et, enfin, nous travaillons déjà tous les jours. Vous savez que même pendant cette campagne, eh bien, on ne s'est pas arrêté et qu'on a continué à faire les choses pour les artisans. Et la semaine dernière, nous avons pu enfin, avec la Banque alimentaire, que je tiens à remercier aujourd'hui, avoir des colis pour les artisans, 76 artisans en difficulté. Ça, c'est la réalité. Et c'est notre travail de les accompagner au quotidien dans les différentes situations. Alors, j'ai vu que sur Facebook, il y avait des artisans qui s'inquiétaient pour la province Nord. Il ne faut pas s'inquiéter parce que quand on ne travaille pas que pour les artisans du Sud. Moi, je travaille pour l'ensemble des artisans de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Elisabeth Rivière, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.